Bonsoir à tous, en ce dimanche 23 octobre pour cette nouvelle conférence sur l'antenne du Libre TeamSpeak. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean Duchazot pour une conférence qui s'intitule La sexualité, c'est inconnu. Jean Duchazot est l'héritier des travaux du docteur Jean Gauthier et Cyril Cozins nous avait déjà concocté une introduction à l'endocrinopsychologie. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème de la sexualité. Et Jean Duchazot a notamment écrit le livre Connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité, qui fait suite au livre de Jean Gauthier, Révélations sur la sexualité. Jean Duchazot a par ailleurs écrit plusieurs livres, un livre par exemple sur le bégaiement, un livre récent sur l'origine des troubles mentaux. Très bien. Et je lui laisse la parole pour cette conférence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on va parler ce soir d'un sujet qui a été annoncé sur la sexualité, mais on pourrait évidemment parler de nombreux autres sujets. En fait, le lien commun de tous ces sujets, c'est l'endocrinopsychologie, c'est-à-dire la discipline que j'ai héritée du docteur Jean Gauthier, qui est ce savant bordelais qui est mort il y a une quarantaine d'années, et qui m'a laissé tout le fond de ses travaux, que j'ai nommé moi-même endocrinopsychologie. Donc, quand même, il faut dire quelques mots, peut-être avant de parler du sujet lui-même, la sexualité, de ce qui est exactement, enfin plus exactement possible, hein, si c'est possible de le préciser avec exactitude, mais enfin, l'endocrinopsychologie. Donc, c'est une discipline qui est à la fois une psychologie, bien entendu, nous sommes des êtres humains, par conséquent, nous avons une psyché, donc nous avons un libre arbitre, et nous avons un corps avec des fonctionnements nerveux et endocriniens. L'auteur Jean Gauthier a montré surtout que ce sont les glandes endocrines qui sont premières. Bon, on ne va pas faire une querelle d'école, ce sont tous les travaux du docteur Jean Gauthier qui ont montré que les glandes sont premières. Alors, l'endocrinopsychologie, c'est en fait une discipline qui étudie les relations entre le corps et l'âme, le corps et l'esprit si vous voulez. Et ce soir, nous allons parler de sexualité, puisque c'est le sujet qui a été choisi. On aurait pu parler du sommeil, par exemple, ou bien des maladies mentales, de toutes sortes de sujets concernant l'être humain, les émotions, le langage, etc. Pour entrer dans le vif du sujet, il faut dire, à propos de la sexualité, que sous ce mot a été rassemblé de nombreux paramètres. Il faudrait définir ce que c'est que la sexualité. Je ne prétends pas arriver à une définition complète. Freud a parlé beaucoup de sexualité, je pense pouvoir dire sans vraiment la connaître, car sans connaître les fonctionnements humains, les mécanismes sous-jacents à nos possibilités mentales ou psychologiques, nous ne pouvons pas approcher une véritable science des fonctionnements humains, n'est-ce pas? Sinon, on ne fait que du psychologisme et on a des descriptifs nombreux des attitudes psychologiques, mais on n'a pas disons, d'explication, si possible, scientifique, entre guillemets, parce qu'il est très difficile de faire de la science avec ce qui concerne l'esprit. Or, l'homme est à la fois corps et esprit. On peut faire évidemment un peu de scientifique avec ce qui concerne le corps, mais dès lors qu'il s'agit de l'esprit, c'est-à-dire de tous les ressorts qui sous-tendent nos aptitudes, les émotions par exemple, ou l'intelligence, la volonté, toutes les facultés supérieures, eh bien là, il est très très difficile, sinon impossible, de prétendre à quelque science que ce soit. C'est pour cela d'ailleurs que, je le dis en passage, le livre que j'ai pondu, que j'ai commis, comme on dit aussi, sur les troubles mentaux, en reprenant évidemment les travaux du docteur Jean Gauthier, je ne suis qu'un repreneur moi-même, eh bien, ce livre reprend tous les arcanes de l'endocrinopsychologie. Et qu'on ne peut pas comprendre une maladie mentale sans qu'il y ait référence à un fonctionnement. Et je disais que ce livre est une contre-neuroscience en réalité. Les neurosciences n'ont pas pu réussir, selon moi, en étant modeste et prudent, mais n'ont pas réussi à faire que nos facultés supérieures soient comprises suffisamment pour la bonne raison que le cerveau ne peut pas être l'organe qui peut être le moteur premier de nos facultés supérieures. C'est vraiment quelque chose qui peut choquer un certain nombre de personnes. Le cerveau n'est pas ce qu'on dit qu'il est, puisque, et je vais conclure cette introduction, puisque c'est vraiment le libre arbitre,
c'est-à-dire ce qui fait que je suis ce que je suis un être libre, nous sommes des êtres libres, nous pouvons vouloir, nous pouvons aimer, nous pouvons comprendre, nous pouvons nous adapter, nous pouvons enregistrer, mémoriser, etc. Eh bien, cela, c'est le libre arbitre. Mais voilà, c'est par le corps que je réalise les efficiences de ce libre arbitre. Ça fait partie des arcs-boutants principaux de toute l'endocrinopsychologie. C'est-à-dire que nous sommes libres par l'esprit, mais nous avons un corps qu'il faut connaître, ce que n'ont pas pu faire les neurosciences. Ce corps, l'auteur Jean Gauthier a montré qu'il était appréhendable, il était compréhensible au plus juste par l'équilibre endocrinien. C'est l'équilibre endocrinien, selon l'auteur Jean Gauthier, qui va être la clé même de nos aptitudes intellectuelles et écologiques générales. Voilà, donc je conclus pour de bon cette fois-ci en disant que lorsque j'exerce mes facultés mentales, que je veuille ou que j'aime ou que je comprenne encore une fois, je ne peux le faire que par le corps. Et dans le corps, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un organe quelconque, ou bien le cerveau en tout cas, c'est l'équilibre endocrinien. Ça, c'est tous les travaux de Dr Gauthier, on ne va pas s'étendre trop là-dessus. Cet équilibre endocrinien va faire que je suis comme une balance en équilibre, et je vais pouvoir, alors, moi étant libre, pencher du côté que je choisis. Je vais pencher du côté que j'ai choisi de pencher, n'est-ce pas? Je suis libre, mais je suis comme attaché à un corps matériel qui a des organes, qui a des humeurs, qui a une homéostasie, et qui a aussi des glandes endocrines. Donc les glandes endocrines vont être le moyen, l'instrument même de ces opérations mentales. Voilà ce qu'apporte l'endocrinopsychologie. Je veux, par exemple, j'exerce un acte volontaire, je ne peux vraiment réaliser une efficience volontaire que si mon équilibre glandulaire me permet d'avoir une efficience volontaire. La preuve, disons que ceux qui ne peuvent pas y arriver, ce sont ceux qui sont en très profond déséquilibre glandulaire. Et notamment, ceci est plus ou moins bien montré dans le livre sur les maladies mentales. Si mon corps est en total déséquilibre glandulaire, endocrinien, la thyroïde en hyperfonction par exemple, la génitale en hypofonction, la surrénale par-ci, et l'épizée également par-là, eh bien nous arrivons à un sujet qui n'est plus en moyen, qui n'est plus en possibilité de pouvoir exercer ses facultés supérieures. Non pas que son esprit serait amoindri en tant que tel, en tant qu'il a une âme vivante qui anime son corps, puisque tant qu'on est vivant, on est animé, et quand on est mort, on n'est plus animé, eh bien, l'esprit est là, mais il ne peut plus utiliser le corps, donc l'équilibre endocrinien, en l'occurrence, pour réaliser une efficience, une opérationnalité, une efficacité, en tout cas aussi, d'une faculté supérieure quelconque. Je ne peux pas vouloir si mon déséquilibre est avéré. Bien sûr, il y a des explications plus précises. La volonté, disait l'auteur Gauthier, notamment, c'est la génitale interstitielle, mais on va le préciser, qui est impliquée. Si j'ai des émotions instables et trop souvent et trop extrêmes, eh bien ça c'est la thyroïde qui est impliquée dans ces difficultés émotionnelles. Par conséquent, lorsque je suis émotif, trop émotif, on peut penser que c'est ma psychologie, bien entendu, puisqu'on connecte trop souvent, à juste titre, plus ou moins d'ailleurs, l'émotivité à la psychologie pure. Mais l'émotivité est liée de façon substantielle et essentielle à la glande thyroïde, par exemple. Et c'est là que le docteur Jean Gauthier a montré cette connexion entre l'esprit et le corps. Le corps ne peut pas être mis en défaut, ne peut pas être négligé dans cette compréhension de nos facultés supérieures. Voilà en gros ce qu'est l'endocrinopsychologie. Pour maintenant essayer de développer le sujet de ce soir qui est la sexualité, et avec ce sous-titre, la sexualité, c'est inconnu, pour plagier Alexis Carrel dans L'homme c'est inconnu, eh bien il va falloir que nous expliquions un peu ce qu'est la sexualité, avec les fonctionnements endocriniens bien sûr, puisque nous savons qu'il existe des sexologues, il existe des psychologues qui se font une spécialité de conseiller des personnes quand elles ont des difficultés d'ordre sexuel justement et autres.
Mais comment conseiller vraiment quelqu'un, selon l'optique où je suis, si nous n'avons pas les vraies connaissances de ce qu'est la sexualité? Or, une vraie connaissance, c'est quoi? C'est d'abord une connaissance intellectuelle d'un phénomène. Donc, savoir le décrire, savoir le présenter, et donc cette dimension psychologique, reste importante. Mais si on ne peut pas sous-tendre cette description psychologique, ces comportements psychologiques, sans les, encore une fois, les sous-tendre par des fonctionnements corporels alors, eh bien, nous n'avons pas une explication complète. Gautier a montré que ces fonctionnements, ils sont d'ordre endocrinien. Voilà ce qu'apporte l'endocrinopsychologie. Alors pour commencer, peut-être pourrions-nous parler de ce qu'est d'abord la puberté. Et on dira ensuite qu'il y en a trois principales, enfin pas principales, il y en a trois, mais il y en a une qu'on considère comme la puberté au singulier, c'est celle qui a lieu vers l'âge de 12 ans chez un enfant, un adolescent. Alors la puberté, qu'est-ce que c'est? D'aucuns, mais depuis 150 ans, 200 ans, nous savons tous, on a tous appris que la puberté est une période où l'enfant développe ses facultés de reproduction. Or, la reproduction fait partie effectivement de nos possibilités humaines, mais on a négligé dans cette approche pubertaire ce qu'est la glande génitale endocrine. Il faut dire qu'il y a donc deux glandes dans la génitale, deux parties glandulaires, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, une partie dite exocrine, c'est-à-dire une partie qui est chargée d'émettre les gamètes, c'est-à-dire chez la femme ce sont les ovules, chez l'homme ce sont les spermatozoïdes, chez la femme c'est dans le follicule de Graaff, dans l'ovaire, chez l'homme ce sont les canaux séminifères, c'est-à-dire ces canaux en pelote qui fabriquent par les cellules spécialisées, les spermatogonies, les spermatocytes, les spermatozoïdes. Et on a mis l'accent essentiellement sur cette possibilité génitale, la possibilité de reproduction. Mais comme on sait depuis très longtemps qu'il existe une hormone thyroïdienne, génitale, une hormone génitale, la testostérone chez l'homme et la folliculine chez la femme essentiellement, on a pensé de fait, en raison de l'ignorance où on était de cette hormone, en tout cas de son but, de ses qualités, de ses prérogatives, cette ignorance est tout à fait profonde et dure depuis très longtemps. Cette ignorance a pu faire penser que cette hormone n'avait qu'un rôle sexuel. Et cette confusion, en tout cas cette impéritie selon moi, provient du fait que la proximité qu'il y avait, ou qu'il y a, entre l'hormone, testostérone par exemple chez l'homme, et les canaux séminifères dans la même glande génitale. Il y a une même glande et il y a deux parties dans ces glandes. La partie reproductrice, je disais, et la partie endocrine. La glande endocrine, c'est une glande qui sécrète une hormone qui se déverse dans le sang. C'est pour ça qu'on dit endocrine, à l'intérieur du corps, le sang, endo. Alors, cette endocrine a un rôle extraordinaire, mais on a pensé d'abord que cette glande endocrine avait un rôle spécifique, un rôle trophique, on dit, un rôle de nourrissement, un rôle d'excitation, un rôle directeur sur les tissus reproducteurs. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vrai de dire que l'hormone génitale est l'hormone de la reproduction? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vient exciter? Est-ce qu'elle vient maturer? Est-ce qu'elle vient soutenir la fonction purement sexuelle? C'est-à-dire l'émission de la testostérone d'un côté, l'émission de l'ovule d'un autre chez la femme. Eh bien, l'auteur Jean Gautier a montré que tout cela n'est pas vrai, tout simplement. C'est une erreur scientifique et pourtant qui n'est pas connue du tout. Cette glande génitale endocrine a un rôle bien différent. Et je dirais tout de suite que c'est un rôle non seulement pas sexuel, mais c'est un rôle antisexuel. Alors là, ça devient révolutionnaire. Comment le docteur Jean Gautier est-il parvenu à cela? Alors évidemment, je vais être très rapide ce soir.
Je citerai simplement une expérience qui a été faite par des vétérinaires il y a 80 ans, c'était au début du XXe siècle, par des vétérinaires, et le docteur Jean Gauthier, lui, quand il travaillait en synthétique qu'il était, c'est-à-dire qu'il pouvait connaître des expériences diverses établies par des chercheurs divers, et lui venait glaner ces expériences, et elles venaient étayer ou infirmer ses propres pensées, sa propre synthèse personnelle dans les recherches où il était impliqué. Alors, quand voilà l'expérience, on a fait une coupe testiculaire d'un animal en rut, par exemple, un chien par exemple, ou un chat. Lorsque on opère donc un animal en état de rut et que nous faisons une coupe testiculaire, c'est plus facile à considérer chez un mâle, on aperçoit que la glande reproductrice, c'est-à-dire chez l'homme, enfin chez le mâle, les canaux séminifères qui étaient vus en coupe, étaient hyper développés. Sur la coupe microscopique, nous voyions les canaux séminifères avec de très nombreux spermatozoïdes et ils remplissaient toute la plage interne du testicule. Alors ça, c'était normal de considérer que pendant le rut, il y avait des spermatozoïdes pour vraiment faire que l'animal puisse exercer des saillies, etc., et des copulations, bien sûr. Lorsque, en revanche, on prenait un animal en état de repos sexuel, qu'est-ce qu'on voyait au microscope? Eh bien, on voyait une plage sexuelle, c'est-à-dire les canaux séminifères, en l'occurrence, qui étaient atrophiés, qui étaient réduits. Les spermatozoïdes étaient extrêmement peu nombreux, quasiment presque sans sécrétion, mais on voyait la plage dite interstitielle, c'est-à-dire, il faut dire que dans les tissus conjonctifs qui entourent les canaux séminifères, il n'y a pas de schéma ici, il n'y a pas de rétroprojecteur bien sûr, mais enfin on peut le comprendre, il y a donc dans les interstices des canaux séminifères un tissu conjonctif de soutien dans lequel il y a des cellules spéciales, des cellules qui sécrètent la testostérone, et ces cellules, on appelle ça la glande interstitielle puisqu'elle se situe dans les interstices des canaux, eh bien ces cellules interstitielles sont extrêmement réduites, pour ainsi dire inexistantes. La plage interstitielle est totalement réduite au profit des canaux séminifères. Il y a donc une atrophie visuelle, microscopique constatée dans l'état de rut, une atrophie de la glande génitale endocrine dans l'état de rut. Quand le docteur Jean Gauthier a pu faire cette observation, que pensez-vous qu'il pouvait dire et émettre comme idée quand un savant essaye de comprendre la réalité des choses? Il essaye d'avoir une logique, d'essayer de comprendre pourquoi on dit que la glande génitale est la glande de la sexualité alors qu'elle se trouve atrophiée dans le rut animal. Et le docteur Gauthier venait donc de découvrir que non seulement la glande génitale endocrine n'est pas la glande de la reproduction, la glande de l'excitation sexuelle, mais qu'elle était tout son contraire, qu'elle était la glande de freinage sexuel. Cela constitue une véritable découverte qui, évidemment, a été reprise maintes fois dans ses travaux, que j'ai repris moi-même dans mes ouvrages. Cette génitale est extrêmement importante, mais n'a pas un rapport direct, loin de là, sur l'efficience sexuelle. Plutôt le contraire. Alors, la puberté, par conséquent, a un but. Ce but, je viens de le dire, je viens de comprendre, n'est pas sexuel. Le but de la puberté est, comme le disait le docteur Gauthier, la stimulation de la glande génitale endocrine. De fait, à la puberté, nous assistons à un développement des organes sexuels secondaires qui sont, ce développement est la marque d'une stimulation générale, bien sûr, et sexuelle de plus, parce que cette période stimule aussi la glande reproductrice. C'est vrai que les spermatozoïdes sont formés de plus en plus, que le garçon et la fille a les seins qui grossissent, les règles arrivent, etc. Nous avons bien, là, dans cette période pubertaire de l'âge de vers 12 ans, 13 ans, on a une manifestation d'ordre sexuel. Nous sommes d'accord. Mais il fallait peut-être voir plus profondément et voir que si nous observons cette manifestation,
est-ce qu'elle représente, cette manifestation, le but même, ou la finalité, si vous voulez, de la puberté? Eh bien, je viens de vous dire que ce n'est pas du tout le cas, que la finalité de la puberté, c'est la stimulation non pas de la sexualité, non pas des cellules habilitées à augmenter nos cellules reproductrices, mais c'est la stimulation, le développement de la glande endocrine. Il faut dire qu'il n'y a pas qu'une puberté. Je disais au début qu'il y a 3 pubertés. La troisième se situe juste après la deuxième, elle passe assez inaperçue, elle est plutôt en relation avec un développement sentimental particulier chez les adolescents qui se manifeste par une générosité, une sorte de pureté d'intention, d'idéalisme humanitaire, etc. L'enfant ou l'adolescent s'intéresse aux grands problèmes humains, à la liberté, à la race, etc. Mais je vais plutôt vous dire quelques petits mots sur la première puberté. Car il y a une première puberté qui est passée inaperçue, qui est constatée par les physiologistes depuis très longtemps, par les médecins. Ils apprennent cela, nous le constatons. On constate quoi? Une manifestation externe des tissus reproducteurs des organes sexuels chez le petit nourrisson de 8 jours. Elle se situe à 8 jours, il faut dire, je n'ai pas dit. À partir du 8e jour de la naissance, il y a cette période qui dure environ 3 semaines et qui manifeste une stimulation, une tuméfaction aussi, une rougeur vraiment importante, un grossissement des organes sexuels, filles et garçons, aussi une tuméfaction et un grossissement de la poitrine, au point qu'on met des pansements, puisqu'il y a parfois même un liquide qui s'écoule de cette poitrine des petits nourrissons, et qu'on appelait autrefois le lait de sorcière. Bref, il y a véritablement une manifestation d'ordre génital. Je vais dire génital et non pas sexuel. Alors, le docteur Jean Gauthier, quand il a vu ce phénomène, il cherchait dans cette direction, il s'est interrogé. Et il s'est aperçu que cette première puberté avait un but, c'est la stimulation, encore une fois, de la glande génitale, certes, mais de la glande génitale endocrine et non pas la glande reproductrice. À cet âge-là, il y a à peine l'ébauche des premiers spermatocytes, des premières cellules, mais elles ne sont pas maturées du tout et elles ne subiront cette maturité que bien après, au moment de l'adolescence justement. Donc la première puberté vers 8 jours manifeste une stimulation générale, mais d'ordre génital, puisqu'on aperçoit bien que ce sont les organes sexuels, ainsi que la poitrine chez l'enfant, qui est stimulée. Et cela a tellement intrigué les physiologistes et les savants qu'ils n'ont pu avoir de réponse parce qu'ils ne pouvaient en aucun cas attribuer cette manifestation à une activité sexuelle déclarée. À cet âge-là, il n'est pas question une seconde d'imaginer qu'il y aurait quelque chose de sexuel chez cet enfant. Du coup, cette manifestation est tombée, comment dirais-je, j'allais dire en désuétude, non, mais n'a pas été connue, n'a pas été l'objet de recherches suffisantes. Et quand vous interrogez un médecin ou un homme habilité à vous donner une réponse, un physiologiste, sur cette question, il vous dit pas grand-chose, il vous dit c'est la nature, il vous dit c'est les hormones maternelles qui continuent d'opérer dans l'enfant encore quelque temps, puisqu'on lie évidemment cette période à un phénomène hormonal, donc on dit c'est les hormones maternelles qui persistent un petit peu, mais ça va s'arrêter, de fait, au bout de 3 semaines, tout rentre dans l'ordre et la puberté s'est terminée. Donc cette première puberté, cette stimulation génitale au 8e jour, à partir du 8e jour, manifeste une stimulation de la génitale endocrine. Et pour quelle raison? Alors, il faut dire d'abord, la raison. Et là, c'est-à-dire qu'il faut parler de la genèse quand même du phénomène. L'enfant, dans le sein de sa mère, le fœtus, à partir de 3 mois, possède ces 3 glandes principales complètement maturées et formées. C'est-à-dire l'hypophyse, qui est formée au 3e mois, la surrénale, également au 3e mois fœtal, et la thyroïde, qui est formée même avant, à la fin du 2e mois fœtal. Mais voilà que la 4e glande, la génitale, est ébauchée seulement
quelques hormones ont été décelées dans les recherches, mais on considère qu'elle n'est pas du tout formée, qu'elle n'est pas complètement mature, et cela est resté sous le boisseau. Et le docteur Jean Gauthier dit ceci: cette première puberté a lieu pour faire que cette glande génitale endocrine, donc dite interstitielle, soit mise au niveau fonctionnel des trois précédentes, c'est-à-dire de l'hypophyse, de la thyroïde et des surrénales. Ainsi, un enfant qui est au début de sa vie va pouvoir être en équilibre endocrinien. C'est-à-dire que la génitale va se mettre au niveau des trois autres, et il faut dire que le mécanisme de formation de cette première puberté, bon, j'insiste un peu sur la puberté, mais on va vite passer après sur d'autres phénomènes. Ce mécanisme se construit selon ce schéma que je vais dire. Il y a une stimulation de l'hypophyse dès la naissance, enfin à partir du 8e jour environ, qui stimule en ricochet et la thyroïde et les surrénales, et les trois viennent stimuler la glande génitale. Ensuite, la génitale, en rétroaction, va pouvoir réguler les trois précédentes. C'est ainsi qu'il y a une sorte de cycle d'équilibre qui s'opère entre les glandes. Et cette génitale est vraiment la glande, dit le docteur Gauthier, de l'équilibre endocrinien, puisque c'est elle, à partir de quoi se forge l'équilibre endocrinien dès le 8e jour, à partir du 8e jour de la naissance. Voilà ce qu'est la puberté, la première. Mais la deuxième, dont j'ai parlé un petit peu avant, la deuxième, c'est le même phénomène exactement. Simplement, cette stimulation génitale de l'âge de 12-13 ans va se manifester encore plus fortement avec, sur les images verbales, sur l'intelligence de l'enfant. À 12 ans, il est déjà formé, il a déjà une intelligence fonctionnelle. Et cette génitale va pouvoir exercer ses pouvoirs sur l'ensemble de la personnalité de l'enfant. Alors voilà ce que sont en tout cas les pubertés. Elles ont un but purement évolutif par rapport aux facultés supérieures de l'enfant. Il faut dire que l'animal n'a pas de puberté. Et l'auteur Gauthier disait que la puberté est en relation avec l'évolution morale, mentale, intellectuelle de l'être humain. Alors, l'auteur Gauthier disait donc, je le dis, que c'était la glande de l'équilibre humain. Il a pu dire aussi plus tard qu'elle était la glande de la volonté, la glande de l'altruisme, la glande de la sagesse humaine. Alors ça fait curieux d'avoir l'air de fonder des facultés supérieures sur des glandes endocrines. Mais si vous avez bien compris ce que j'ai dit au début, attention, nous ne sommes pas du tout déterministes. Il ne s'agit pas de dire que les glandes sont les fondements de notre économie intellectuelle ou psychologique, pas du tout. Il faut dire simplement l'inverse, que notre libre arbitre, en tant que c'est la liberté même de l'être humain, donc c'est propre à l'esprit, c'est lui qui dirige, ce n'est pas les glandes, ce ne sont pas les glandes, c'est le libre arbitre, donc l'intelligence humaine, si vous voulez, et qui va utiliser l'équilibre endocrinien, qui va utiliser le corps, en l'occurrence ce sont les glandes, pour faire que nos efficiences mentales, psychologiques, soient opérationnelles. Sinon, nous avons affaire à des déficiences, des difficultés. Un sujet, par exemple, en déséquilibre profond, et glandulaire toujours, ne va pas être à même de pouvoir exercer favorablement ses facultés, il ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas s'adapter, il ne pourra pas réagir favorablement, il sera en difficulté. Le cas limite, ce sont les malades mentaux, bien sûr. Mais entre les malades mentaux et ceux dont l'équilibre est le plus parfait possible, si cela existe, il y a tous les intermédiaires dans lesquels nous nous situons tous et chacun. Alors maintenant, nous allons parler peut-être, parce que c'est une conférence qui est très résumée bien entendu, de phénomènes sexuels qui peuvent intéresser beaucoup de personnes. Peut-être avant faudrait-il dire quelques mots sur l'état glandulaire général. Il faut savoir que la thyroïde gère toute la sensibilité, toutes les émotions, toute l'adaptation. Les Égyptiens la représentaient par un soleil qui était apposé devant le cou, qui avec des rayons. C'était une glande déjà à l'époque des Égyptiens qui était considérée certainement comme un centre énergétique extraordinaire.
Cette thyroïde, docteur Gauthier a montré qu'elle était à la base de tout ce qui est la vie vitale. C'est la glande de la vitalité et de la vie tout simplement, puisqu'elle apporte toute l'oxygénation cellulaire. Et la thyroïde gère toute la vie, la vitalité encore une fois, et l'adaptation bien entendu, parce que la vie c'est l'adaptation. C'est la glande de l'adaptation, disait-il, et cette glande est tellement importante que lorsqu'elle est en déficit, lorsqu'elle baisse de régime, lorsqu'elle se met en hypofonction, eh bien, par la vie, par les stress, car les glandes dépendent de notre esprit. Ne pas oublier que les glandes ne sont pas là pour nous ennuyer. Elles sont des servantes, elles sont là pour nous servir et servir notre libre arbitre, notre vie. Et quand notre vie se dérègle, en fait, ce sont les glandes qui se dérèglent. Par conséquent, bien savoir que la thyroïde est la glande de la vitalité et des émotions, et de tout ce qui est sensibilité et plaisir et passion. Alors, les autres glandes, évidemment, jouent dans tout cela. On ne va pas trop dire, mais l'hypophyse est une glande de résistance, c'est une glande qui nous permet les évaluations quantitatives et l'esprit de calcul. Vous voyez que dans l'endocrinopsychologie, nous avons facilement à l'esprit le fait que ce que peut faire l'esprit, eh bien, c'est en raison de facultés ou de possibilités endocriniennes. Ça, c'est les travaux du docteur Jean Gauthier, de montrer l'analogie qu'il y a entre le glandulaire et l'intellectuel ou le psychologique. Si, disait-il, et je reviendrai à la sexualité immédiatement, si, disait-il, l'hypophyse est la glande des mathématiques, ou des aptitudes, au raisonnement par exemple, eh bien c'est parce que, d'abord, l'hypophyse est apte à calculer, entre guillemets, des taux hormonaux, des espaces-temps, par exemple les règles chez une femme, tous les 28 jours. C'est vraiment quelque chose qui émane de l'hypophyse. Et quand il y a des dérèglements de ce genre, c'est l'hypophyse qui est impliquée. Mais pas seulement, il y a aussi la thyroïde et les ovaires, mais l'hypophyse est le moteur même, c'est une glande horloge. Alors, la sexualité, il y a plusieurs phénomènes qui intéressent chacun. J'ai parlé de la thyroïde parce que je voulais amener le fait que tout plaisir sexuel est quelque chose dont j'ai dit qu'il était une harmonie, bien entendu. Dans mon livre, c'est ainsi que j'ai nommé connaître l'harmonie et les dangers. Et pourquoi je dis danger? Parce que l'abus du plaisir sexuel amène, et ça c'est une première, bien que les livres ont quelques années déjà, mais une première, en tout cas officiellement, c'est que la sexualité ne peut pas être pratiquée n'importe comment, et selon une liberté totale et absolue, puisque nous sommes soumis à des règles. Ces règles sont celles mêmes de notre corps, et que nous devons sagement suivre ces règles, mais pour les suivre, il faut les connaître. Et c'est en ne les connaissant pas, c'est dans l'impéritie où nous sommes des fonctionnements humains, que nous avons pu, et que nous assistons, à tant de délabrements humains, parce que ne pas connaître les mécanismes humains, eh bien c'est, évidemment, un homme averti en vaut deux, c'est pouvoir peut-être préconiser par-ci les anomalies sexuelles, comme la masturbation par exemple, c'est pouvoir blanchir ces activités en disant qu'elles ne sont pas graves, qu'elles ne sont pas dangereuses, etc. Or, l'endocrinopsychologie est formelle. L'abus, je ne vais pas aller plus loin, je dis l'abus. Et l'abus est quelque chose d'extrêmement relatif, puisque il y a des personnes chez qui l'abus n'apporte aucun mal particulier, et chez d'autres, ce mal est très important. Par conséquent, nous sommes dans l'humain, et donc, nous ne pouvons pas absolutiser ces lois. Elles existent, elles sont véridiques et véritables, mais elles sont à relativiser parce que nous sommes tous différents et nous pouvons tous réagir selon notre façon propre. Mais je disais que l'abus sexuel va créer, si je parle de l'onanisme par exemple, une excitation de la thyroïde, car le Dr Gauthier disait bien qu'il n'y a pas de plaisir sexuel, vraiment pas, sans que la thyroïde ne soit impliquée. Le plaisir sexuel est une prérogative essentielle, pour ne pas dire absolue, de la glande thyroïde. Il y a, au moment de l'orgasme, une véritable explosion, si je puis dire entre guillemets, des cellules à thyroxine. Il y a une sorte d'explosion, si on peut dire, Gauthier en parlait ainsi, de tout le parenchyme thyroïdien qui, au moment de l'orgasme, va se déverser d'une façon
explosive, c'est le seul mot, dans tous les muscles, dans toutes les humeurs, et qui donne l'état d'orgasme. Eh bien, il faut connaître ce qu'est ce plaisir sexuel, sinon on va passer à côté de certaines vérités. Donc le plaisir sexuel abusif va déliter la thyroïde, va l'abîmer dans son fonctionnement, va peut-être même occasionner certaines lésions et la rendre instable dans son fonctionnement. Car, puisque je disais que les plaisirs sexuels abusifs, plaisirs sexuels tout court, même normal d'ailleurs, opèrent une sorte d'explosion cellulaire orgasmatique de la thyroxine qui se répand partout et qui donne cet état d'euphorie complète. S'il y a abus, s'il y a par exemple abus quotidien, il va y avoir une tendance de la thyroïde d'amorcer une chute fonctionnelle telle que l'enregistrement en mémoire de ces fonctionnements va se faire de telle façon que on va devenir accro. Et c'est tous les phénomènes d'accoutumance que je développe par ailleurs, on ne peut pas tout dire ici, tous les phénomènes de mémoire. La mémoire, c'est d'origine thyroïdienne. Nous enregistrons tout dans notre système nerveux, et le cerveau en particulier, par le biais endocrinien. Il n'y a pas de mémoire sans thyroïde, absolument pas. C'est Gautier qui a annoncé tout cela. Ce n'est pas connu. En psychologie, on n'apprend pas ça du tout. On apprend qu'il y a une mémoire à court terme, à long terme, avec tous les mécanismes cérébraux, mais on ne sait pas que la thyroïde est impliquée dans la mémoire. Eh bien, si on prend un hypothyroïdien congénital, et c'était le cas du docteur Jean Gautier, il est né hypothyroïdien congénital, son histoire est là, il s'est transformé complètement par ses traitements. Bon, son histoire, on pourra la voir dans les ouvrages. Eh bien, en apportant de l'extrait thyroïdien à forte dose chez un sujet complètement hypothyroïdien, on parvient à lui redonner toute sa mémoire peu à peu et toute son intelligence. Car la mémoire, si ce n'est pas l'intelligence, elle en fait partie, et que les hypothyroïdiens congénitaux ont une intelligence extrêmement limitée. Dans l'expression même de l'être, parce que ça ne voulait pas dire que l'auteur Gautier n'était pas intelligent, bien entendu, mais il n'avait pas la possibilité d'exprimer ses facultés supérieures, et c'est quand il se fut traité par l'hormone thyroïdienne qu'il est devenu véritablement intelligent, au sens classique, au sens de vitalité, de communication, d'adaptation, adaptation, c'est encore le même mot, parce que ces gens-là ne savent pas s'adapter, ni au froid, ni au chaud, ni au point de vue émotionnel, ni au point de vue psychologique. Donc, l'abus de sexualité va déliter la thyroïde, d'une part. Mais le second point très important, je vois que le temps passe extrêmement vite, le second point très important de cette hypersexualité, c'est l'atrophie progressive, en tout cas l'atténuation. L'atténuation, selon les gens, selon les sujets, ou l'atrophie, s'il y a encore un abus plus important, de la fameuse glande génitale interstitielle. Finalement, on pourrait dire que la génitale interstitielle est la glande de contrôle de nous-mêmes. Comme chez l'animal, elle est la glande, non pas de contrôle, car l'animal ne peut pas se contrôler, puisque c'est l'instinct même du rut et de la latence qui fait office d'alternance sexuelle. Mais cette génitale, si chez l'animal elle est capable de freiner la sexualité et de la promouvoir, si c'est le rut, eh bien, pourquoi ne pourrait-on pas dire et conclure que, et c'est ce qu'a conclu le docteur Jean Gautier, que chez l'homme, par analogie, elle a ce pouvoir de contrôle de nous-mêmes et donc de lutte contre nos passions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il n'y a pas que la sexualité, et ce contrôle s'exerce par le biais de la glande génitale interstitielle. Donc, réguler sa vie sexuelle, par exemple à l'endroit que je viens de dire, c'est l'assurance non seulement de développer sa volonté et son équilibre moral ou mental, mais c'est aussi l'assurance de développer sa glande génitale interstitielle, puisque étant le support même de la volonté, elle va, en usant de cette faculté volontaire, elle va pouvoir se développer tel un muscle qui augmente ses pouvoirs. Et c'est pour ça que certains auteurs, je pense à Émile Faguet au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, qui avait fait un livre sur la formation de la volonté, car la volonté se forme, disait-il, comme un muscle à force de l'utiliser. Voilà, alors, je ne veux pas abuser, peut-être il y a 3/4 d'heure déjà ou presque, je ne sais pas si je peux laisser peut-être Mathieu intervenir, ou est-ce qu'il faut que je continue un petit peu ? Vous pouvez continuer à développer certaines choses. Un petit peu, bon.
Alors, voilà, je continue un tout petit peu. Voilà. Donc évidemment, la sexualité, très très rapidement dite, est quelque chose qui est censé utiliser nos organes sexuels, bien entendu, c'est en ce sens que je l'emploie. Ce n'est pas comme Freud l'a dit tout à fait, hein. Freud, bon, ça fait 100 ans que ça dure. Freud, disait le docteur Gauthier, sans être anti-freudien, bête et méchant, c'est pas le lieu, mais c'est quand même d'essayer d'être un petit peu réaliste ou rationnel, sinon scientifique. Freud, disait Gauthier, ne connaissait rien à la sexualité. C'est un peu sévère peut-être, mais il l'a montré car Freud n'a eu qu'un discours psychologique en fait. Freud n'a pas pu endormir ses patients à l'époque où c'était prometteur l'hypnose, et comme il était incapable de les endormir, eh bien il les a mis sur le divan et ainsi est née la psychanalyse. Donc je dis Freud parce que en général lorsqu'on parle de sexualité, on a aussitôt à la bouche le nom de Freud, n'est-ce pas? Mais franchement, ceux qui sont freudiens, disait-il, ce sont des esprits, sans trop critiquer, n'est-ce pas, mais des esprits plutôt littéraires, disait-il, les gens qui sont capables de se passionner par l'âme humaine, par tout ce qu'il y a au fond de l'âme humaine, qui ne possèdent pas vraiment de fondement très rationnel, on ne sait pas étudier rationnellement tout cela. Alors, il y a chez Freud une sorte d'envolée littéraire, une sorte de passion, et certains jeunes esprits, lorsqu'ils découvrent Freud, peuvent se passionner, mais les esprits plutôt rationnels ou scientifiques sont plutôt récalcitrants à l'endroit de Freud, comme quoi, parce qu'ils sont plus hypophysaires, on dirait, ils ont un caractère différent, pas littéraire, et Freud ne satisfait finalement, selon moi et le docteur Gauthier aussi, peut-être l'aspect imaginatif, l'aspect fluctuant de la vie, l'aspect émotionnel, mais non pas l'aspect scientifique ou la réalité même ou l'expérience, parce qu'on ne peut pas dire que Freud ait fait l'expérience du complexe d'Oedipe, ça ne veut rien dire. Lorsque on interrogeait Freud quand il se rendait aux États-Unis sur le paquebot avec Ferenczi, quand il répondait, quand il disait ils ne savent pas qu'on vient leur apporter la peste, hein, ça c'est dans la biographie de Freud, hein, d'Ernest Jones, lorsque un auteur, je ne sais plus d'ailleurs lequel, qui interrogeait Freud à propos de Totem et Tabou, réponse de Freud, oh j'ai inventé ça un dimanche matin quand il pleuvait. Donc il se moquait du monde, mais il s'est moqué pas mal de toute l'humanité, puisque Gauthier a montré qu'il a pu assimiler l'être humain à 4 types permanents, et c'est dans tout son livre sur Freud a menti d'ailleurs. L'enfant qui est quand même immature et qui n'est pas encore arrivé à ses fins, qui a beaucoup de défauts aussi, même si ce sont nos chères têtes blondes. Le névrosé, le primitif et le rêveur. Et Gauthier a montré que chaque fois, chez Freud, il y a ces 4 sujets avec toujours les mêmes tabous, enfin, disons les mêmes caractéristiques synthétiques. Par exemple, la prohibition d'inceste, c'est toujours autour du sexe que ça se passe, avec toujours l'empêchement de satisfaire au sexe. Par exemple, la religion est ce qui a empêché les êtres humains de s'épanouir parce qu'elle opposait des vétos, etc. Alors, maintenant, on peut peut-être continuer sur d'autres anomalies. Bon, toutes les anomalies sexuelles, disait le Gauthier, s'expliquent par le biais, je dis bien par le biais, des glandes endocrines. Car il ne s'agit pas trop de dire il ne s'agit pas non plus de dire que c'est seulement psychologique, hein, le sadomasochisme, ce n'est pas seulement une attitude comportementale déviée, c'est aussi un mécanisme glandulaire qui porte les personnes qui ont évidemment acquis un déséquilibre endocrinien à base d'atrophie génitale, car la génitale est celle qui nous porte vers le beau, le vrai et le bien, c'est-à-dire c'est la glande de la finalité, la glande de l'épanouissement de nos valeurs, puisque la glande de l'équilibre. Et l'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est comme un pivot d'une balance de Roberval, sur lequel s'appuie le bras de cette balance. Les 3 autres glandes fonctionnent, mais elles doivent être régulées par la glande génitale, qui apporte une véritable régulation pour que nous restions en équilibre. C'est ainsi que si la génitale est suffisamment puissante, elle va réguler
la thyroïde dans des passions, elle va la freiner s'il y a lieu, elle va l'exciter s'il y a lieu aussi. Si, par exemple, on est très très fatigué, si on est extrêmement paresseux, la génitale, la volonté d'abord, la volonté, acte libre de notre intelligence, va pouvoir demander à la génitale son secours pour exciter une thyroïde qui nous porte à ne rien faire, ou au contraire, qui va freiner nos exaltations et nos passions et nos émotivités. Par conséquent, tout acte mental, tout libre arbitre qui s'exerce, le fait par le biais endocrinien. Et c'est tout ce qu'apporte le docteur Jean Gauthier et toute l'endocrinopsychologie. Alors, voilà, nous avons. Alors, évidemment que certains pensent peut-être à, voilà, à d'autres phénomènes sexuels dont on pourra peut-être parler après, peut-être les questions vont peut-être venir. Voilà, je crois qu'on pourrait peut-être maintenant poser un petit peu les choses pour faire que des questions éventuelles se posent. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses?